Bienvenue, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cette deuxième édition du Small Talk with Malte, ce format d'événement qui réunit freelance et entreprises pour penser les dimensions du futur du travail au travers de réflexions, des retours d'expérience. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur un thème en particulier. Face à la transformation des compétences en Europe, comment entreprises et freelance redéfinissent le marché du travail. Pour ça, nous aurons comme base de discussion quelques éléments clés qui sont partagés dans le rapport Freelancing in Europe 2024 que nous venons de publier et où chacune et chacun d'entre vous a normalement pu récupérer un petit exemplaire juste devant vous ou sous vous, ça dépend de votre place. On espère bien sûr que vous trouverez des insights intéressants et vous aurez un aperçu pendant la table ronde. J'en profite pour remercier Marie, Samira, Perrine de bientôt intervenir pour cette table ronde. Mais avant ça, j'ai le plaisir d'introduire Marie Robert, philosophe, autrice, entrepreneur dans le monde de l'éducation, qui nous fait le plaisir d'être là pour la keynote d'introduction. Merci beaucoup. J'aime avoir un peu d'enthousiasme, vu la matinée morose. Moi aussi, je suis très heureuse d'être là. Merci infiniment pour votre confiance. Et surtout, avant de commencer et de vous proposer mes réflexions du jour, merci infiniment à l'équipe de Malte de m'avoir proposé de réfléchir à un sujet si passionnant. Moi, je suis à l'origine philosophe du langage, je réfléchis à tout un tas de notions. Et ici, il y a quelque chose qui m'a particulièrement intéressée dans cette perspective, non seulement de l'avenir du travail, mais du freelancing. Et donc, je suis très heureuse d'avoir pu l'explorer. Alors, combien de contraintes avons-nous au quotidien ? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Combien de relations sont tissées par le biais de la nécessité et de l'obligation ? Vous n'êtes toujours pas obligé de répondre. Nous vivons dans un monde qui, à bien des égards, est assez oppressant. Alors, je ne suis pas du tout là pour vous déprimer ce matin, mais simplement pour vous soumettre mon aventure de pensée. Donc, ce monde est oppressant, nous avons tous des empêchements divers, variés, auxquels nous sommes obligés de faire face, que ce soit des empêchements intimes, que ce soit des empêchements professionnels. Et tous ces empêchements nous conduisent non seulement à ressentir de la frustration, parce que comme on est empêché, comme on est contraint, bah forcément, ça génère de la frustration, mais surtout, et c'est sans doute une des choses sur lesquelles je travaille le plus de ces 3 dernières années, toutes ces frustrations finissent par générer une crise de sens. Alors la quête de sens, il faudrait plus qu'une keynote de 20 minutes pour vous en parler, bien entendu. C'est un sujet complexe, c'est un sujet qu'il faut déplier dans un contexte global et qui dépasse évidemment de loin le cadre de notre réflexion du jour. Cependant, j'aimerais en dire un mot pour vous emmener au sujet d'aujourd'hui. Philosophiquement, le mot « sens », alors je ne sais pas quel est justement le sens que vous lui donnez, on l'entend partout, mais philosophiquement, ce mot que tout le monde emploie sans savoir toujours à quoi il réfère, désigne 2 choses. Le sens, en philo, c'est le but, vers où je vais, et la signification, c'est-à-dire quelle signification je donne à chacun de mes pas pour atteindre ce but. Donc le sens est l'alliance des 2. Or, lorsqu'on est contraint, lorsqu'on se sent retenu, lorsqu'on se sent empêché, lorsqu'on se sent tenu par des choses qui finalement nous parlent plus trop, lorsqu'on s'attarde dans un emploi qui ne nous correspond plus, ou pas, ou moins,
je vous laisse remplir comme vous l'entendez, eh bien ce sens s'efface peu à peu. Soit on perçoit plus que l'on vise. Combien de fois on s'est dit, en fait je fais des tâches, je les comprends, mais vers quel but, dans quelle perspective. Soit c'est l'inverse. On ne perçoit plus l'utilité de nos tâches. On comprend le cadre général, mais chacune de nos tâches nous semble finalement très distanciée par rapport à ce but. Et la signification s'amenuise. Et donc, au fur et à mesure, comment se traduit cette crise de sens ? C'est qu'au fur et à mesure, notre engagement, notre motivation, nos compétences, voire plus notre santé mentale, notre envie, tout simplement, d'aller travailler, se retrouve altérée, s'en trouve altérée. Alors, cette réalité est certes pas celle de tous les salariés, bien entendu, mais elle en touche suffisamment pour qu'on y réfléchisse. Il ne s'agit pas du tout de faire disparaître toute forme de contrainte, mais il s'agit plutôt d'en interroger les contours. Cette question-là, j'y réfléchis souvent. Alors évidemment, quand je suis tombée dans l'univers de Malte, quand j'ai eu l'occasion d'échanger avec les équipes, et plus encore en découvrant, et je vous engage vraiment à découvrir ce rapport qui est passionnant, que vous avez sur vous ou sous vous, quand j'ai découvert ce rapport, je dois avouer que j'ai été particulièrement intéressée par la vision inédite et précisément philosophiquement passionnante qui s'en dégage, autour de cette articulation entre contrainte et choix. Car au fond, le premier point à soulever, pour peut-être déjà mettre en relief des éléments de discussion, en tout cas celui qui m'a moi le plus interpellée, c'est qu'il y a dans le freelancing cette possibilité de se choisir pour une mission précise, dans un cadre précis, défini. Et si on s'arrête dessus un instant, cette perspective est assez saisissante. Se choisir. Dans un délai, dans une mission donnée. Imaginez si le reste de notre vie était comme ça. Perrine Chéreau l'évoque avec brio dans l'introduction. Je vous permets de reprendre ces mots qu'elle emploie au sujet des freelances. C'est d'ailleurs pourquoi ils ont opté pour la liberté. La liberté de choisir où et avec qui travailler, sur quel projet et comment créer l'entreprise de leurs rêves. Cette possibilité du choix n'est pas seulement un confort pour les freelances, elle l'est également pour les entreprises. Car en fait, et ça ressort particulièrement dans l'étude, mais ça ressort même quand on réfléchit par rapport aux premiers éléments que je vous ai donnés, le fait de se choisir crée évidemment un cercle vertueux. C'est étonnant parce qu'on pourrait croire que la non-appartenance à l'entreprise donnerait lieu à une sorte de posture de détachement. Je ne suis pas tout à fait dedans, donc je peux être un peu à distance. Or, c'est l'inverse. Il y a comme une attention concentrée. Je dirais même une attention condensée. Et l'enquête révèle particulièrement que les freelances souhaitent fournir un travail de qualité et contribuer encore plus à la réussite de leurs clients. Je me permets encore de citer Perrine qui dit ceci: bien que la flexibilité, y compris la possibilité d'augmenter ou de réduire la charge de travail, constitue l'un des avantages les plus reconnus du travail en freelance, l'enquête de cette année a montré qu'il s'agit là d'une motivation purement opérationnelle. Ce qui importe le plus à 70% des freelances interrogés, c'est d'établir des relations solides et durables avec leurs clients. Donc, ce qui a un peu interpellé, c'est que le freelancing ait cette perspective de se choisir, d'avoir la possibilité de se choisir consciemment, et donc bien loin d'un papillonnage, parce qu'à distance, parfois, on le traduit de cette façon-là, allez, je vais, je viens, je m'en fous un peu de ce qui se passe. Bon.
Au contraire, très loin de cette vision caricaturale du freelance désengagé, on se rend bien compte que c'est se choisir qui permet une relation durable et profondément ancrée. Donc l'implication du freelance est sincère, d'autant plus que ce choix, qui est donc concerné et conscient, est un choix, et ça évidemment là encore il y a une réflexion philosophique à avoir, est un choix qui se structure également autour des valeurs. Alors le mot valeur, comme le mot sens, ce sont des mots tellement galvaudés que je l'emploierai avec un tout petit peu de distance, mais quand même il y a quelque chose de passionnant, la notion est néanmoins centrale. Et pour vous la faire courte, la notion de valeur, elle est issue du latin valere. Alors après, l'intro morose, un petit peu de latin, vous vous dites elle avait l'air sympa, mais en fait, bon. Donc cette notion de valeur vient du latin valere, qui signifie littéralement ce qui est digne d'être estimé. Et donc ce qui est intéressant, c'est que c'est la qualité d'une chose qui la rend désirable. Et ce qui est intéressant, et on le constate encore une fois dans les chiffres de cette enquête, les freelances favorisent des projets qui correspondent à leurs valeurs et à leur centre d'intérêt. 74% des freelances à temps plein sont prêts à refuser une mission si elle concerne un projet ou un client qui ne correspond pas à leurs valeurs. En effet, les freelances ont cette liberté de choisir, ont cette liberté de déterminer les projets qui donc leur apportent plus de satisfaction dans leur travail. S'ils sont là, c'est donc le fruit d'un véritable engagement. Et vous comprenez, donc non seulement il y a l'engagement parce que je choisis le client, la mission et je suis dans un accord où je vais être plus concerné, il y a de l'engagement parce que je n'ai pas cette espèce d'arrachement éthique qu'on peut avoir dans certaines entreprises. Ben non, au contraire, je suis là précisément parce que j'adhère aux valeurs. Et donc finalement, il y a une cohérence réelle entre l'état d'esprit du freelance et l'état d'esprit d'une entreprise. Et cette cohérence est quand même une des clés dans la construction du sens. Elle est suffisamment rare dans beaucoup de perspectives pour la noter. Il n'y a pas d'écartèlement et c'est vraiment un des critères qui revient le plus souvent dans les raisons du non-sens. Dans les raisons du non-sens, dans les critères, souvent ce qui ressort, c'est « je ne me sens pas utile », je serai là, je ne suis pas là, ça ne changerait rien. Un des deuxièmes critères, c'est que je me sens écartelée. Un des troisièmes critères, c'est que je n'ai pas le temps. Et on se rend bien compte que là encore, cette perspective du freelancing vient répondre à ces critères du non-sens. Donc ce climat motivant, cette approche du travail, ancrée, engagée, conduit à observer un troisième point qui là aussi m'a beaucoup marqué, qui est assez passionnant. Les freelances à temps plein consacrent en moyenne 4 heures par semaine au renforcement et à l'acquisition de nouvelles compétences. 4 heures par semaine à se former. C'est un chiffre rare, dans un monde où la formation est parfois cosmétique, du moins négligée. C'est un chiffre impressionnant. Plus impressionnant encore sont les motivations citées qui conduisent les freelances à se former, parce que la raison principalement citée dans ce désir, dans cette frénésie de formation, c'est la curiosité. N'étant pas tenus par un employeur pour suivre un parcours de formation spécifique, lié à leurs fonctions, lié à ce qu'ils sont, les freelances ont la liberté d'assimiler autant de connaissances qu'ils le souhaitent, selon leurs propres conditions. En d'autres termes, s'ils veulent acquérir de nouvelles compétences, ce n'est pas, encore une fois, parce qu'ils y sont obligés, dans une perspective d'utilité, de rendu brut, mais parce qu'ils en ont envie. Et ce point mérite vraiment qu'on s'y attarde. Alors là, je prends ma casquette évidemment de philosophe, mais aussi de directrice d'école, de fondatrice d'école. La curiosité, c'est pas seulement un atout pour l'apprenant, c'est un atout pour l'entreprise, pour les entreprises et bien entendu pour notre société. Dans le monde actuel, on assiste
Alors là, c'est pas l'étude du jour, mais c'est beaucoup d'études en pédagogie, hein. Un rétrécissement des centres d'intérêt. Heureusement que je vous donne quelques bonnes nouvelles. Ouais, on assiste à un rétrécissement des centres d'intérêt. Et alors, on l'explique de plein de manières, hein, mais paradoxalement, le foisonnement des propositions, mêlé à une attention fragmentaire, là, on est presque au maximum du taux d'attention que peuvent supporter les adultes. Je vais essayer d'accélérer avant que vous preniez vos téléphones portables. Donc, le rétrécissement du taux d'attention crée une tendance étonnante, hein. En fait, les gens se concentrent sur ce qu'ils connaissent. Il y a trop de choses, on n'a pas le temps, et en plus, on a l'attention qui saute toutes les secondes. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça fait qu'on se concentre sur les trucs qu'on connaît, parce que c'est plus facile. Notre attention est flemmarde, donc en fait, on la ramène à des centres d'intérêt qu'on connaît. Et c'est pour ça qu'il y a un rétrécissement des centres d'intérêt. Donc, le seul remède à cette espèce de monogamie culturelle, hein, qui est assez effrayante, c'est la curiosité. Et la curiosité n'a rien à voir avec le sensationnel. Parfois, on pense que c'est ça, être curieux, c'est juste des trucs sensationnels, anecdotiques, un peu montés en épingle. C'est pas non plus du mouvement perpétuel, être alimenté sans cesse par des trucs nouveaux. Non, la curiosité, ça renvoie au contraire, et là encore, c'est un peu d'étymologie. La curiosité, ça renvoie au fait d'avoir cure. Et avoir cure, c'est avoir le souci de. Donc, la curiosité, c'est le soin pris à se rendre attentif. C'est davantage un effort, encore une fois, conscient que quelque chose d'exotique. C'est la capacité à cultiver un peu d'inconnu dans le règne de l'uniformité et du toujours pareil, les mêmes gens, dans les mêmes cercles qui font les mêmes choses. C'est faire un pas de côté. C'est être un peu en dehors des clous, en dehors du mainstream. C'est s'aventurer et donc c'est dynamiser son esprit. Donc c'est une qualité prodigieuse, non seulement pour les individus, donc pour les freelanceurs évidemment qui les développent, mais c'est évidemment des qualités qui rejaillissent sur les entreprises. De mobiliser les gens qui ont cette curiosité, qui sont allés chercher d'autres trucs, d'autres outils, d'autres compétences, d'autres formations, et qui vont apporter aussi ce regard. Bref, je pourrais continuer longtemps, mais je crois que vous avez saisi les différentes couches d'arguments dans le fait de répondre à cette contrainte. 90% des freelances ne cherchent pas d'emploi fixe, car ils veulent conserver ce précieux choix de carrière. Et au regard de cette rapide exploration que je vous propose ce matin, je crois qu'on les comprend. Et pour conclure, j'aimerais insister sur l'idée de ce choix commun qui incite les freelances et les entreprises à s'inscrire dans une relation, et on en parle peu finalement dans le monde de l'entreprise, dans une relation de pleine présence l'un à l'autre, dans une vraie relation qui est censée concerner, impliquer les uns vis-à-vis des autres. Alors la pleine présence, ça aussi, c'est un terme issu du développement personnel, et pourtant, je crois qu'elle a quelque chose à dire, notre monde professionnel et de l'avenir du travail. C'est parce qu'on est présent l'un à l'autre, dans nos relations professionnelles. C'est parce qu'on est présent que le sens se dessine. C'est parce qu'on ne vient pas juste au boulot le matin. C'est pas juste parce qu'on allume son ordinateur pour faire des trucs. C'est parce qu'on est présent l'un à l'autre. Et donc, ce sens se dessine, et parce qu'il se dessine, permet à chacun de faire équipe. Et je crois que c'est ainsi qu'on redéfinit le futur du travail. Si viscéralement attaché, je vous ai épargné toute l'histoire du terme philosophique du travail, mais si attaché à la notion de labeur, toute l'histoire de la philosophie, alors on s'en rend pas compte, philosophe ou non, mais on est quand même héritier de tout ça, s'attache à définir le travail comme un labeur, comme quelque chose de douloureux, quelque chose de pénible, quelque chose qui est initialement une punition.
Donc évidemment, il est peut-être temps de changer de perspective. Et c'est ça aussi l'enjeu de moments comme celui-ci, l'enjeu d'entreprises comme Malte, c'est de changer de perspective pour éviter de s'enfoncer dans des crises du travail. Pour éviter justement qu'à force de considérer le travail comme un labeur, on ait juste envie de s'en détacher. Donc il convient de le redéfinir précisément en redéfinissant son cadre. C'est pas une disparition du travail, c'est redéfinir dans quel cadre on l'exerce, de quelle façon, en construisant quelles relations, dans quelle perspective. Je terminerai par ces mots d'Hannah Arendt qui dit ceci: le travail est ce par quoi je me confronte au monde, à la résistance du réel, et me transforme. C'est une expérience qui n'est substituable à aucune autre. C'est cette part de soi-même que l'on engage, cette intelligence que l'on ajoute aux prescriptions et aux contraintes pour que ça marche. Travailler, ça devrait être toujours mobiliser son intelligence. C'est cette intelligence que mobilisent ensemble les freelances et les entreprises. Il est peut-être temps de s'en inspirer dans d'autres sphères. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marie pour cette keynote très inspirante, source de réflexion, clairement. Et j'ai le plaisir d'introduire notre table ronde avec Perrine, Samira et Marie. On a notre petit setup et on va pouvoir s'installer d'ici quelques secondes. Voilà. Je vais mettre là. Avant qu'on démarre sur le premier thème de discussion, est-ce que chacune d'entre vous pouvez vous présenter peut-être rapidement, dire quelques mots avant qu'on plonge dans le premier thème? Je commence. Merci beaucoup Raphaël, bonjour à tous. Je suis Perrine Ferraud, je travaille chez Malte. Je suis Chief Freelance and Community Officer. Ce n'est pas un rôle encore extrêmement répandu, donc en quelques secondes, j'aime bien décrire mon rôle en disant que je suis au service des freelances de notre communauté. Donc on essaie vraiment de comprendre qui ils sont, ce dont ils ont besoin, on essaie d'être leur meilleur porte-voix et on essaie de tout simplement les représenter, les engager au sein de notre communauté. Bonjour à tous, moi c'est Samira, je suis consultante en digital et e-commerce et moi j'ai fait le choix, il y a 5 ans, de me lancer en freelance. Donc moi je suis Marie, je fais remonter la moyenne d'âge de la salle. Donc je représente le monde des entreprises, moi je suis DRH depuis quasiment toujours. Donc j'ai fait le choix du salariat, j'ai un fils qui est freelancer, donc j'apprends beaucoup avec lui aussi. Et ce que je peux vous dire, c'est que j'ai choisi aussi, j'ai levé la main dans mon entreprise pour dire j'ai envie de travailler sur un projet complètement nouveau et je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. D'ailleurs, je vais prendre ton accroche et en profiter parce que tu as un intitulé de poste qui est unique. Tu es Global Project Lead pour l'On-Demand Workforce chez Schneider. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que recouvre le scope finalement de ce poste et peut-être en remontant un peu le temps, l'histoire derrière la création de ce poste et quel a été l'élément déclencheur finalement chez Schneider pour être dans cette démarche vis-à-vis du freelancing? Je vais peut-être dire un mot de Schneider Electric, je ne suis pas sûre que vous connaissiez. Donc, Schneider Electric, c'est un grand groupe français à l'origine, donc on ne fabrique pas des ascenseurs ni des télés. On est spécialisé dans tout ce qui est gestion de l'énergie et aider nos clients à réduire leurs émissions de carbone, ce qui est plutôt dans le monde de la sustainability. Donc on est un groupe qui se développe plutôt bien. On est 150 000 collaborateurs, donc évidemment quand je dis ça, ça fait peur à des profils comme vous parfois.
Mais ceci dit, ça regroupe une variété énorme de profils et on se trouve confronté à des enjeux de talent qui font qu'on réfléchit aujourd'hui à finalement, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à ce qu'on appelle l'entreprise étendue et se dire qu'on peut trouver aussi des ressources, pas simplement des gens qui ont envie de venir chez nous pour être salariés, mais aussi des gens qui ont fait un autre choix, qui ont de l'expertise. Ce qui nous intéresse, nous, c'est l'expertise et la spécialité, qui vont pouvoir venir contribuer de façon, je dirais, ponctuelle, mais très ciblée, dans nos équipes, à la fois pour apporter un regard nouveau, une façon de rester obsolète. Je reviens sur les mots de Marie, où est-ce qu'elle est. Voilà. Il faut rester tout le temps curieux, y compris dans les entreprises, pour rester, je dirais, dans la course et pas se faire distancer par la concurrence. Donc, s'appuyer sur des gens comme vous, et aussi se dire, finalement, le salariat, c'est pas forcément un choix définitif. Et on a aussi les collaborateurs qui nous disent, nous, on aimerait bien aussi avoir une entreprise entrepreneuriale. Donc, moi, je crois beaucoup à cet échange à l'avenir entre les deux, entre le monde des expériences différentes. Je choisis à un moment donné d'être peut-être indépendant, mais je vais peut-être aller voir dans une entreprise, me côtoyer à un collectif et apprendre aussi des choses nouvelles et peut-être ressortir après. En tout cas, c'est des tendances que l'on observe très fortement aujourd'hui. Alors, l'histoire et la genèse de pourquoi j'ai eu un job avec un titre aussi alambiqué que celui-là, je vais revenir. En fait, on a un collègue RH qui est parti aux États-Unis pour être DRH d'une division et il avait été frappé de voir à quel point aux États-Unis le freelancing est quelque chose qui est extrêmement développé. Et avec des études qui démontrent que c'est une aspiration non seulement profonde, mais aussi une réalité, et qui allait se développer de plus en plus. Il s'est dit, mais on est confronté à une pénurie de talents, et pourquoi nous, Schneider, on veut absolument uniquement toujours penser ce qu'on appelle le buy, c'est-à-dire acheter des compétences en les faisant venir comme salariés, et pourquoi on ne s'appuierait pas sur des gens différents. Donc il est revenu 1 an plus tard ou 2 ans plus tard en France, dans un autre poste, et alors il a évangélisé, mais je peux vous dire, parce que moi je l'ai entendu dans les premières fois, donc je suis assez curieuse, donc quand il est rentré, je suis allée écouter ce qu'il disait, et il a mis 1 an, je dirais, à évangéliser, à faire des conférences entre guillemets en interne en disant au RH, on passe à côté d'un événement, attention, on ne peut pas penser qu'au salariat, et ça vaudrait le coup. Il y a des plateformes qui existent. En Europe, il y a Malte. Et donc, petit à petit, il a fait rentrer l'idée que ce serait intéressant qu'on réfléchisse à ce qu'on appelle le pilier borrow en anglais. C'est-à-dire essayer aussi d'emprunter de la compétence de façon ponctuelle pour couvrir des besoins que l'on aurait en interne. C'est quand on fait la stratégie RH, on fait ce qu'on appelle des strategic workforce planning. On essaie d'anticiper quels sont les besoins en ressources dont on a besoin aujourd'hui, mais aussi dans le futur. Alors, on ne le fait pas toujours très bien, mais ça devient de plus en plus critique. Vous avez dû en entendre parler chez vos clients. Le raisonnement sur les skill-based, en fait, le raisonnement sur les compétences devient de plus en plus critique. Encore une fois, parce que la compétence devient de plus en plus pénurique. Et comme on travaille de plus en plus en projet dans les entreprises, on a besoin d'avoir de gens qui soient capables d'apporter dans les projets un niveau de spécialité ou d'expertise qu'on n'a pas toujours en interne. Donc on s'est dit, il faut creuser, on peut acheter de la compétence, c'est-à-dire avoir des salariés qui viennent. Évidemment, on doit build, c'est-à-dire construire et développer les compétences en formant les gens en interne, mais aussi il y a un troisième axe, c'est emprunter cette compétence. Alors là, la petite histoire, c'est que nous, les RH, en général, on ne s'occupe pas du tout de ça, puisque c'est les achats qui s'occupent de négocier les contrats avec ce qu'on appelle les contracteurs, donc c'est plutôt passé par des boîtes externes qui nous amènent de la compétence pointue à un moment donné. Ça, c'est les achats, donc nous, on n'a aucune idée de qui vient en contracteur ou pas, les compétences qu'ils en ont. C'est rien, on ne s'en occupait pas. Alors les freelancers, j'en parle même pas, puisque c'est des gens qui nous sont totalement invisibles quand on est RH. Parce que là aussi, ça passe par des contrats d'achat. Et pire, dans un groupe comme le mien, un groupe industriel très structuré, les achats avaient passé des mots d'ordre. S'il vous plaît, on arrête de faire des petits contrats qui sont impossibles à gérer dans un groupe comme le nôtre, donc on oublie ça, et les freelancing, ça se faisait un peu, je veux dire, sous manteau. Et quand on conjugue ça maintenant avec des plateformes digitales qui font le matching, comme Malte, entre ces compétences externes, vous, les freelancers,
et nos besoins en interne, ça commence à être très intéressant parce que pour les achats, ça veut dire qu'on contracte avec un seul prestataire ou quelques-uns, qui va sécuriser aussi la partie contractuelle, qui va permettre aussi de sécuriser les notions de cybersécurité qui sont très importantes dans des grands groupes qui sont victimes très régulièrement de cyberattaques. Il y a la réflexion sur la data protection, la data privacy, donc tout ça, il faut que ce soit bien calé. Et il faut trouver un moyen de contractualiser aussi qui soit simple pour nos managers, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas obligés de traiter un contrat avec chaque personne qui vient dans l'entreprise. L'intérêt pour nous, dans les grands groupes, de passer par des plateformes, c'est que ça nous simplifie la gestion administrative. Ça nous donne aussi, ce qu'on n'avait pas les RH, c'est pour ça qu'on est intéressé, une grande visibilité sur les compétences qui viennent, en fait. Donc, on peut suivre avec eux quelles sont les compétences, quels sont les types de métiers. Et donc, ça nous permet aussi de piloter davantage cette espèce de pilier dont je vous ai parlé, le borrow, qui est d'emprunter des compétences. D'où j'arrive, pourquoi j'ai le titre de Global Project Leader on Demand Workforce, c'est de se dire, est-ce que finalement, des personnes qui sont comme vous, des freelanceurs, ne seraient pas une main-d'œuvre, entre guillemets, au sens positif, pas du labeur, alternative, qu'on aurait intérêt à regarder de façon stratégique pour couvrir des besoins en ressources critiques. Voilà. Donc, il a été décidé de nommer quelqu'un à temps plein. Donc, je suis en mission. Donc, moi, j'ai une mission dans mon entreprise. Donc, j'ai une espèce de contrat sur 18 mois, si vous voulez, un peu comme vous. Sauf que je suis salariée, donc c'est plus confortable, évidemment. Et donc, plusieurs choses. Hein. C'est de se dire, on a lancé des pilotes en France et en Europe avec Malte, qui sont en train d'être très reconnus, en fait. Et continuer à développer ces pilotes-là au niveau européen et en France. J'ai aussi un rôle de coordonner ce qui se passe aux États-Unis. On a des accords avec 2 sociétés. Il y en a une qui s'appelle Catalan, je ne sais pas si vous connaissez, qui fait du consulting en freelance, et une autre qui s'appelle TopTal, qui n'est pas une plateforme, qui est une agence de recrutement de freelance, qui est très connue aux États-Unis. Et on a des expériences aussi en Inde. Donc on fait des expériences dans 3 marchés différents, plus l'Europe, et on se dit, regardons ce que ça va donner et essayons d'avoir une vision stratégique. Et l'autre point que j'ai aussi à faire, c'est de faire en sorte de continuer à faire de passer, je dirais, à scaler, comme on dit dans votre monde. Donc, c'est-à-dire de sortir d'un mode pilote où on expérimente pour en faire quelque chose d'un peu plus construit, qui devienne, je dirais, une norme dans l'entreprise, d'aller chercher de la ressource de façon ponctuelle. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Et de manière logique, l'idée, c'est d'avoir le pendant côté freelance avec toi, Samira. Tu mentionnais dans ton introduction que ça fait maintenant 5 ans que tu es freelance et tu travailles justement beaucoup avec des grands groupes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours et si c'est une évolution que tu constates aussi, cette progression du freelancing au cœur des entreprises? Avec quel type d'interlocuteur tu interagis et comment le sujet du freelancing est pris et géré par les entreprises en interne? Merci. Alors oui, moi j'ai fait le choix de me lancer en freelance il y a maintenant 5 ans. Avant, j'étais salariée dans de grosses structures. Le dernier en date, c'était un laboratoire pharmaceutique américain. Et j'avais ce sentiment de ne pas être valorisée par mes compétences, d'être un peu frustrée, d'avoir ce rôle uniquement d'exécutante. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me lancer en indépendante. Et j'étais très très curieuse à cette époque, toujours aujourd'hui, hein. Mais avant de me lancer, j'avais besoin d'en découvrir un peu plus. J'ai commencé à travailler sur une offre sur comment est-ce que je pourrais accompagner mes clients et j'ai décidé de suivre une formation de développement où j'ai pratiqué le métier de développeuse pour avoir du coup cette casquette avec un profil à double compétence, à la fois business par mon école de commerce, mais également technique via cette formation en développement.
Et j'avais envie d'offrir du coup à mes clients une expertise, du conseil et travailler sur des projets valorisants. Alors moi aujourd'hui j'accompagne plusieurs groupes, des grands groupes tels que L'Oréal, Kering, le groupe SNCP, FM Logistique, sur différents projets digitaux, de transformation digitale également, ou de la refonte de stratégies digitales. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis contactée par le client final, toujours pour intégrer son service. Ça peut être le directeur e-commerce, le directeur marketing ou parfois même la direction commerciale. Merci beaucoup. Perrine, est-ce que du point de vue de Malte et de ton poste avec la dimension globale et européenne qu'est la plateforme aujourd'hui, tu observes cette tendance globale à la collaboration grandissante entre entreprises et freelance, peut-être même entre grands groupes et freelance? Alors oui, très clairement. Alors d'abord, d'une façon très générale, la tendance du freelancing, elle est bien établie maintenant depuis plusieurs années, tant du point de vue de ceux qui ont fait le choix du freelancing que du point de vue des clients, des entreprises qui font de plus en plus le choix du freelancing également. Peut-être que je peux partager quelques chiffres. D'abord, côté freelance, malheureusement, on n'a pas de chiffres plus à jour que 2019, donc ça commence un petit peu à dater. Mais déjà en 2019, on estimait le nombre de freelance en France à 600 000, nombre qui avait doublé en 10 ans. Depuis on a eu le Covid, une formidable accélération du nombre de freelance. Donc on peut imaginer qu'on est bien au-dessus des 600 000 freelance aujourd'hui en France. Et sur Malte, on a une communauté de plus de 700 000 freelance au niveau global, donc essentiellement européen. On a une empreinte essentiellement européenne. Et plus de 1500 000 en France, presque 450 000. Et on double depuis plusieurs années, tous les 2 ans, le nombre de freelance au sein de notre communauté. Donc on voit bien cette formidable tendance déjà depuis plusieurs années. Et puis côté entreprise, on voit un peu 2 dynamiques différentes. Les TPE, les PME ont déjà vraiment depuis de nombreuses années pris l'habitude de recourir à des freelances. Et ce qu'on voit, c'est depuis 2 ans, je dirais, une formidable accélération également au sein des grands groupes. Et c'est d'ailleurs ce que met en avant notre étude. On a vu une formidable accélération depuis notre dernier opus il y a 2 ans de la collaboration entre les freelances avec les grandes entreprises. En France, ça a cru de 70%, plus de 70%. On a des pays européens où c'est carrément l'explosion, à plus de 200%. L'Espagne, par exemple, l'Espagne qui est plutôt en train de rattraper un retard. Dans d'autres pays comme l'Allemagne, ça a cru de 40%, puisqu'à l'inverse, l'Allemagne est plutôt un pays en avance dans l'adoption du freelancing. Pour compléter, alors je dirais qu'il reste quand même des marges de manœuvre, puisque malgré cette très forte accélération, la collaboration entre les freelances et les grandes entreprises ne représente toujours que 25% du temps des freelances, les 3/4 de leur temps étant consacrés à des collaborations avec des petites entreprises ou des moyennes entreprises. Et puis pour finir, au-delà de ces chiffres, nous, chez Malte, on voit aussi cette transformation au sein des grandes entreprises dans nos discussions avec nos clients, avec nos prospects. Et d'ailleurs, je suis très en ligne avec ce que Marie expliquait. Nos interlocuteurs, historiquement, c'était les clients finaux, quand ça passe sous le manteau, beaucoup les directions achats, et ça reste aujourd'hui notre interlocuteur privilégié, on va dire, dans toutes les entreprises. Le freelancing est encore beaucoup perçu de la part des entreprises comme une prestation intellectuelle qui s'achète comme une autre. Et puis, de plus en plus, ce qu'on voit depuis 2 ans, donc c'est assez récent, c'est que de grandes entreprises comme Schneider Electric intègrent le freelancing dans leur stratégie de ressources humaines globales. Donc, perçoivent le freelancing d'une façon beaucoup plus stratégique que comme un achat de prestations intellectuelles et l'intègrent dans une politique de ressources humaines des talents. Donc, les entreprises ne considèrent plus... ne cherchent plus à attirer forcément uniquement des employés, mais cherchent à attirer des talents, quel que soit leur statut. Et ça, on le constate, c'est vrai, c'est assez récent comme tendance.
Donc on peut penser que ton poste, Marie, finalement se démocratise à l'avenir, de plus en plus. En tout cas, c'est ce qu'on espère. On a évoqué déjà un petit peu cette question d'évolution, et tu en as parlé de la stratégie de recrutement, de recherche de talents des entreprises, de ne plus être autant sur cette notion de ressources, de combler des ressources, mais d'être à la recherche de compétences précises, stratégiques, où les entreprises savent qu'elles ne l'ont pas en interne, qu'elles ne les ont pas en interne. D'où la question d'aller les chercher auprès de profils experts. Samira, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette démarche? Est-ce que tu ressens cette évolution? Et question annexe mais liée, et Marie en a parlé dans sa keynote d'introduction, cette question de formation, comment est-ce que tu l'abordes en continu pour justement maintenir et développer ces compétences de pointe? Alors oui, effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, lorsqu'on me contacte, on me contacte pour une expertise précise, pour des conseils, pour un accompagnement, pour des compétences que j'ai qui ne sont pas dans les équipes. Et ça peut être sur différents sujets de type gestion de projet, SEO, stratégie e-commerce, stratégie digitale. Et aujourd'hui, c'est clairement pour mes compétences, mais également pour cette casquette de double compétence que j'ai, à la fois business et technique. Aujourd'hui, je suis capable de gérer un projet avec ces deux casquettes finalement, et c'est un profil assez hybride, rare sur le marché malheureusement, et c'est ce que recherchent les entreprises. Alors pour moi, la question de la formation est très très importante, et je me retrouve énormément dans les chiffres. Je passe en moyenne 5 heures par semaine à me former sur différents sujets. En général, je me fais une grosse formation par an. L'année dernière, c'était une formation sur le project management, avec une certification délivrée par une institution américaine. Cette année, j'ai décidé de suivre une formation dans l'intelligence artificielle et comment l'utiliser dans les stratégies de business. Alors, moi, je reprends souvent une petite citation de Monsieur Buffett, Warren Buffett: le meilleur investissement et l'investissement le plus rentable est celui qu'on fait sur soi-même. Donc, je mise sur la formation. Merci beaucoup pour ces mots. Justement, Perrine, comment est-ce qu'on accompagne cette transition autant du côté freelance que entreprise, dans le rôle de Malte, et en termes de visibilité, quelles sont aujourd'hui les compétences les plus recherchées par les entreprises? Merci. Alors, d'abord, j'aimerais juste revenir effectivement sur ce sujet d'expertise qui est créé. Je pense qu'on en parle depuis ce matin, et déjà Marie en a très très bien parlé ce matin. Oui, ce matin. Je suis déjà perdue. Effectivement, alors il y a aujourd'hui beaucoup moins d'amalgame qu'avant. Le freelance est réellement un travailleur super qualifié, expérimenté. Plus de 9 freelances sur 10 se lancent dans le freelancing après avoir accumulé une expérience en tant que salarié, à l'image de Samira, et donc comme 9 freelances sur 10. Et même plus de la moitié ont accumulé une expérience de plus de 7 ans. Donc on voit bien que ceux qui se lancent en freelancing sont vraiment experts dans leur domaine. Et en plus, alors je ne vais pas y revenir, on en a parlé, énormément de formation continue pour toujours rester à la pointe. Alors tu me poses la question des compétences les plus demandées par les entreprises. Historiquement, le freelancing s'est développé autour de tous les métiers qui permettaient de fortement accélérer la transformation digitale des entreprises. Les entreprises venaient chercher ces expertises de pointe qu'ils n'avaient pas en interne. Donc ça regroupe énormément d'expertises différentes, depuis les métiers de chef de produit, product owner, des projets de web designer, évidemment énormément de chefs de projet en IT, des développeurs, énormément de développeurs. Tout ça, ce sont toujours des métiers, des expertises extrêmement demandées, très clairement, ce sont toujours des catégories très dynamiques. Et puis depuis quelques années, on voit émerger également une forte demande sur des compétences extrêmement pointues
et des compétences qui ont la particularité d'évoluer extrêmement vite et qui justement nécessitent une formation continue pour toujours se maintenir à la pointe. Je peux citer par exemple la cybersécurité. On reçoit vraiment depuis 2 ans énormément de demandes de la part des entreprises en cybersécurité. Et puis sans surprise, je pense que tu en as encore un exemple parfait, la data et l'IA. On parle que de ça en ce moment. Voilà, nous on a voulu aussi regarder vraiment particulièrement qu'est-ce qui se passait sur notre plateforme en termes de compétences d'IA et d'IA générative en particulier depuis finalement 1 an et demi seulement. Et on a vu une explosion à la fois du côté des freelances dans leurs compétences. Donc les freelances ajoutent très régulièrement des compétences, des expertises, des certifications sur leur profil. Et donc on a pu voir dans le milieu de la tech et de la data une forte augmentation de 80% de ce type d'expertise. Et puis, encore plus surprenant, dans des métiers qui ne sont ni liés à la tech ou à la data, on a vu une progression encore plus forte de 200, 300% parmi les consultants, parmi les métiers du marketing, de ces compétences d'IA générative. Et côté entreprise, on a vu une explosion également des besoins de 300% l'année dernière. Ça, on l'avait jamais vu sur aucune autre rupture technologique auparavant. Et on peut aisément comprendre que ce sont des expertises qui nécessitent réellement de se former en continu. On a l'impression que dans l'IA, toutes les semaines, finalement, une nouvelle technologie se développe et ce qu'on a appris il y a 1 mois est déjà caduc. Donc, très clairement, les entreprises font appel à ces compétences car ce serait extrêmement dur de recruter en interne ces expertises et les maintenir. Donc, ils préfèrent faire appel à des freelances externes qui sont à la pointe de ces nouvelles technologies. Merci beaucoup. Marie, par rapport à cette évolution dont tu as déjà parlé, de justement aller vraiment sur la recherche de compétences précises, cette notion de borrow finalement, qu'est-ce que ça implique en termes de conduite du changement en interne chez Schneider finalement? Oui, ben c'est ce à quoi je me trouve confrontée aujourd'hui, c'est qu'en fait, nos managers, ils n'ont pas forcément l'habitude de travailler avec des freelancers. Chez nous, ils ont plutôt l'habitude de travailler avec ce qu'on appelle les contracteurs, comme vous avez expliqué, donc ils passent par des sociétés de prestations extérieures. Et alors, ce qui les perturbe, et je trouve très intéressant cette notion de flexibilité, et aussi c'est votre choix, c'est de ne pas avoir des gens à temps plein 5 jours sur 7, par exemple. Pas forcément sur le site, parce que dans une société comme la mienne, on est habitué à travailler à distance. Et alors on a dit, non mais comprenez que le freelancer, vous n'êtes pas le seul client, donc il va peut-être venir que 2 jours, ou venir que quelques heures, mais il va vous apporter une compétence spécifique. Donc il faut apprendre à raisonner, non pas poste, mais compétences. Donc là c'est un travail qui a à faire d'explication en fait. Alors ceux qui ont essayé, ils sont très contents, ils disent ah oui je comprends. Mais les autres, ils se disent ah oui, donc il va pas être là 5 jours sur 7, je ne peux pas lui demander un poste complet, ça va être juste un bout. Donc ça veut dire aussi qu'il faut réfléchir en termes de mission, ce que vous connaissez vous par cœur, et non plus en termes, encore une fois, de poste complet avec bien sûr un corps d'intervention, mais des choses autour dans les entreprises. C'est comme ça que ça marche. Donc je pense que ce qui se passe avec ceux qui ont fait l'expérience, c'est qu'ils voient à quel point vous pouvez apporter de la connaissance rapide. Alors, ils sont impressionnés aussi sur la capacité d'intégration, parce que ça fait toujours un peu peur de prendre des gens de l'extérieur. Est-ce qu'ils vont comprendre c'est ça la question. Est-ce qu'ils vont comprendre le business? Est-ce qu'ils vont comprendre la culture? Est-ce qu'il va falloir que j'emborde 50 000 gars alors qu'avant j'en avais pas beaucoup? Mais une fois qu'ils ont fait l'expérience, c'est positif. Donc, de votre côté, je pense que peut-être que vous ne le réalisez pas énormément, mais plus vite vous arrivez à vous intégrer, c'est une de vos grandes forces, à démontrer que vous apportez de la valeur. Et ce qui est très apprécié, c'est le regard aussi nouveau. Alors, évidemment, vous êtes toujours à la pointe de ce que vous apportez, mais vous apportez aussi un regard extérieur de par toutes les interventions que vous faites auprès de vos clients. Donc ça, c'est valorisé. Mais ça demande de la conduite du changement et à l'interne pour changer les habitudes. En fait. Il faut déconstruire la façon de faire. Sur cette envie de collaboration durable entre freelance et entreprise, on en a déjà un peu parlé
Là aussi, Marie l'a cité dans sa keynote d'introduction, le fait que 70% des freelances ont répondu dans l'étude qu'ils mettent en priorité le fait de construire des relations durables avec les entreprises. Et même pour un nombre significatif d'entre eux, 37%, cette notion-là va reposer sur l'importance de l'accompagnement et du suivi mis en place lors de la mission, qui sont fondamentaux. J'imagine que ce chiffre te parle, Samira. Tu travailles avec les mêmes groupes, certains mêmes groupes sur la durée. Comment tu envisages cette collaboration? Qu'est-ce que tu apprécies dans ce setup? Qu'est-ce qui fait que vous continuez à travailler ensemble? Merci. Effectivement, je viens de signer ma 4e mission chez L'Oréal en 5 ans. Bon, ce sont des projets de courte durée, quoique il y en a une qui a duré 18 mois, mais bon, le reste c'était 3, 4, 6 mois. Mais on s'y sent bien, j'ai envie de dire, donc non, trêve de plaisanterie. J'y suis allée par rapport à la mission. J'ai déjà refusé d'autres missions chez L'Oréal. Là, on m'a proposé une mission intéressante, où j'avais une valeur ajoutée et où je pouvais apporter mon expertise sur une marque qui m'intéresse également. Je connaissais déjà l'équipe, je me sentais très à l'aise avec eux, donc j'ai signé cette 4e fois. Après, comme l'a dit Marie, se choisir, avoir ce choix de choisir ses propres missions, c'est ce qui m'anime de toute façon. Donc, je choisis mes missions en fonction du challenge, de mes compétences, de ce que je peux apporter et finalement de la valeur ajoutée pour l'entreprise. J'ai envie de dire, c'est une relation un peu win-win, gagnant-gagnant, aussi bien pour moi qui fait ma mission et pour le client qui va avoir en face de lui une personne motivée, une personne qui s'intéresse à son projet, qui est animée par son projet, et donc c'est gagnant. Merci beaucoup. Marie, alors tu évoquais la phase de test et d'expérimentation chez Schneider en cours. Donc la question pour Schneider ne se pose pas forcément déjà sur la notion de fidélisation ou d'animation d'un pool de freelance. Peut-être déjà, mais peut-être avant ça déjà, la constitution de ce pool de freelance. Comment est-ce que tu l'abordes en interne et quelle est la perspective qui est donnée à cette démarche finalement? Est-ce que d'entrée de jeu, il y a cette notion de collaboration durable qui est encouragée? C'est un peu le but, hein, puisque alors quand on travaille dans une entreprise, on est fier de travailler pour un collectif. On a parlé des valeurs. Moi, je trouve que c'est pas tellement galvaudé, hein, parce que la culture d'une entreprise, c'est aussi les raisons pour lesquelles les gens y viennent et y restent. Et moi, si je suis restée, ça fait 17 ans que je suis chez Schneider, j'étais jamais restée aussi longtemps dans une autre société, c'est parce que je me retrouve dans les valeurs, j'ai pu faire carrière. Je continue à pouvoir apprendre, quel que soit l'âge que j'ai, et j'ai le plaisir de travailler avec des collègues du monde entier. Pour moi, ce qui est très important en dimension internationale. Et par rapport à ce que vous dites, nous, les freelanceurs, l'intérêt, c'est aussi qu'ils se sentent bien dans notre entreprise. D'ailleurs, c'est la question des managers. Comment on va pouvoir les intégrer rapidement? Et j'ai déjà on m'a remonté des cas d'une personne qui en a fait revenir 4 fois sur du marketing et communication. Il a demandé aux freelanceurs, est-ce que tu as des copains ou des gens que tu connais que je pourrais recommander? On a 2 ou 3 cas aussi de managers qui ont recommandé le freelancer en disant il est super bon, faites appel à lui. Et moi, la vision que j'ai, et c'est aussi une discussion qu'on a eue avec Mal, c'est comment après on peut animer une communauté de freelance qui puisse mieux comprendre notre entreprise, ce que l'on propose, les compétences dont on a besoin, pour que vous puissiez vous sentir partie prenante de cette aventure, en sachant que votre choix, je crois qu'à 90%, les gens ne veulent pas devenir salariés. C'est pas tellement le problème, mais c'est le temps où vous contribuez, vous puissiez apporter votre valeur ajoutée, tout en vous sentant bien dans une entreprise.
tellement bien que nous, on a dit à Malte, on veut qu'ils signent la charte aussi un peu de valeurs que l'on a ou des règles de conduite, parce que c'est super important pour nous que, y compris les gens qui viennent de façon temporaire, adhèrent le temps qu'ils soient là à nos valeurs. Merci beaucoup. Cette notion finalement de relation durable, je ne sais pas si on peut dire que cela rebat les cartes du freelancing. En tout cas, ça va clairement dans la distanciation de l'image historique du freelancing sur des missions one-shot, comme on pourrait dire. Perrine, comment est-ce que Malte renforce, épouse, accompagne finalement cet élan ou cette nouvelle phase, en tout cas, du freelancing? Alors, tu parles de projet one-shot. Sur Malte, il y a toujours de nombreux projets one-shot, de projets ponctuels. Après, il ne faut pas faire d'amalgame. Qui dit projet ponctuel ne veut pas dire que le freelance et l'entreprise ne cherchent quand même pas à se fidéliser mutuellement, à être engagés l'un envers l'autre. Et d'ailleurs, l'étude montre que plus de la moitié des freelances ont déjà effectué plus de 2 missions avec le même client au cours des 2 dernières années. Donc même sur des missions ponctuelles, ces missions peuvent se répéter au sein du même client. Mais c'est vrai que sur Malte, on observe une formidable croissance des missions longues. Alors, on n'a peut-être pas la même définition de la longueur des missions. 6 mois, c'est déjà assez long. Mais c'est vrai qu'on a de plus en plus de missions qui durent entre 6 mois et 1 an et demi. Évidemment, c'est aussi un corollaire de ce qu'on expliquait tout à l'heure de la pénétration du freelancing au sein des grandes entreprises. Donc, on voit vraiment émerger cette nouvelle forme de collaboration au sein des entreprises et des choix vraiment conscients de constituer des équipes hybrides au sein des entreprises. Donc, une équipe hybride composée de salariés qui connaissent parfaitement le produit, la culture de l'entreprise et des talents externes, les freelances, qui apportent d'autres choses, qui apportent leur expertise de pointe, on en a parlé, qui apportent également des nouvelles façons de travailler, une agilité, et ça, ce sont des choses qui sont également extrêmement valorisées par les entreprises, qui peuvent avoir des taux de rotation de leurs salariés assez faibles, et donc recourir à des freelances, des talents externes, permet aussi d'intégrer des nouvelles façons de travailler. Et donc cet engagement, on en a déjà beaucoup parlé aujourd'hui, cet engagement il est réellement réciproque. Les freelances essaient de fidéliser les clients, leurs clients, autant que les entreprises essaient de fidéliser les talents. On disait tout à l'heure, qu'ils soient employés, qu'ils soient freelance, une entreprise aujourd'hui cherche à attirer et à retenir ses talents. Donc toutes les questions de marque employeur sont autant valables pour attirer et retenir des employés que des freelances. Et on voit, nous, des entreprises développer des vraies stratégies, alors non seulement pour attirer les meilleurs talents, mais aussi pour les retenir et pouvoir compter sur eux pour d'autres missions. Donc, par exemple, on a des entreprises qui mettent en place des primes de fin de mission, qui parfois d'ailleurs peuvent être des primes surprises pour fidéliser les freelances. Tu parlais d'animation de communauté. C'est vrai que plusieurs de nos clients nous demandent de les aider. Et donc les équipes community de Malte animent aussi les grandes communautés de freelance présentes au sein des grands groupes. Ça permet d'une part d'accélérer leur intégration, s'échanger des conseils de façon très informelle sur la culture de l'entreprise, sur l'organisation de l'entreprise. Donc ça permet vraiment aux nouveaux freelances intégrés de s'intégrer très rapidement au sein d'une nouvelle entreprise. Et puis ça permet tout simplement d'avoir ce qu'on appelle une expérience freelance. Donc les freelances auront tout simplement envie de revenir travailler à l'avenir, dans 1 an, dans 3 ans, pour cette entreprise. Donc ça, ce sont des choses qui se développent également de plus en plus. Merci beaucoup. Dernier grand thème qu'on avait envie d'aborder, c'est la question un peu incontournable du contexte économique et de la notion financière qui est finalement incontournable dans la collaboration entre freelance et entreprise. Samira, comment est-ce que tu abordes cette notion de négociation, de tarifs journaliers, qui est d'ailleurs une question qui est souvent abordée avec notre Freelance Advisory Board. Peut-être que tu pourras en dire quelques mots après, Perrine.
Voilà, comment tu abordes ce sujet qui n'est pas forcément douloureux, qui fait partie de la collaboration? Alors, moi, je constate, en tout cas dans mon domaine d'activité, une croissance sur les différents projets. Donc, depuis la Covid-19, on a de plus en plus d'entreprises qui cherchent à travailler sur des nouveaux projets, à adopter une stratégie un peu plus digitale. Donc, en tout cas, pour ma part, je ne ressens pas de ralentissement. Sur la question du TJM, c'est quelque chose que je revalorise, on va dire, annuellement. On pourrait limite le comparer à l'augmentation annuelle dans le salariat. Et en général, cette augmentation, moi, je la propose sur un nouveau client. Sur le client que j'ai déjà, je reste au même tarif. Après, le choix, nous l'avons, nous en tant que freelance. L'entreprise l'a également. Le choix d'accepter ou pas l'offre globale, à savoir mon expertise, mes conseils, mon coaching à mon offre. Justement, comment est-ce que ce sujet est abordé, Marie, chez Schneider? C'est central, tu avais évoqué la question des achats déjà. Cette balance, cet équilibre finalement à trouver entre agence, cabinet et finalement la collaboration qui va passer par Malte avec les freelances. Si tu peux nous en dire quelques mots. Le contexte économique compte. Je vois que maintenant, une des objections que l'on a, c'est nous, on est une entreprise où on regarde de près nos coûts. Et il y a la question, mais est-ce que finalement, ça ne va pas être un coût additionnel de passer par le freelance alors qu'on faisait du contracting? Donc, on explique la différence entre, pour nous, le contracting et le freelance. Notamment, le contracting, généralement, c'est pour des missions beaucoup plus longues qui vont au-delà d'un an et qui sont plutôt récurrentes, en fait. Du freelancing, c'est vraiment vous couvrir des besoins. Et notamment, on donne des exemples où, je pense sur les marchés nordiques, ils arrivaient, les commerciaux avaient du mal, les grands comptes, à conclure des affaires, répondre des appels d'offres parce qu'ils n'avaient pas des connaissances particulières, ils ne trouvaient pas les ressources sur des marchés spécifiques. Notamment, on a eu une demande une fois sur le marché de la viande. Bon, il se trouve qu'à l'interne, on ne connaît pas le marché de la viande. Et quand on a un freelance qui connaît ce marché par cœur, ça permet aussi de conclure plus rapidement une vente. Donc en fait, l'idée, c'est plutôt de montrer la valeur complémentaire qui sera apportée par du freelance, plutôt que de comparer les coûts avec le contracting. Ce que font les managers, quand même. Ils disent, les TJM, quand je regarde avec ce que je fais pour le contracteur, c'est plus cher. Ils disent, ou c'est moins cher, en général, ils râlent quand c'est plus cher. Et en fait, c'est là, quand ils ont testé, ils se disent, mais oui, c'est une vraie expertise. Donc ça va peut-être plus vite, ou je peux déconstruire pour pas le prendre à temps plein. Donc finalement, ça me coûte à peu près la même chose ou moins cher. Mais je pense que la réflexion qu'on essaie d'avoir, c'est la valeur que le freelancing apporte versus un coût additionnel. Mais cette notion du TJM qui est un peu nouvelle chez nous, parce que quand on négocie avec les contracteurs, le manager, il négocie pas le prix, en fait. Bon, ça a été négocié par les achats. Là, il y a une discussion individuelle auquel ils sont pas forcément habitués. Mais quand le freelancer a démontré sa valeur, en généralement, c'est plus un sujet. Il y a quelque chose aussi qui, c'est pas exactement le sujet, mais qui m'a frappé, c'est au niveau de changement des habitudes, pour des managers comme nous, c'est la réactivité qui est un problème. On s'est aperçu que des 2/3 des missions qui avaient planté, en fait, avec Malte, c'était la faute de Schneider. Et quand on a creusé, c'est parce que la mission n'avait pas été assez claire, mais aussi qu'ils n'ont pas répondu assez vite. Ils n'ont pas l'habitude de répondre dans les 48 heures. Donc là, on a un travail d'éducation parce qu'on leur dit, le freelancer, il est libre, en fait. Donc, il choisit ses clients, et si vous répondez pas rapidement, vous allez perdre. Alors, ceux qui ont fait l'expérience se disent, oui, mince, je ferai attention la prochaine fois. Et quand vous êtes avec des gens des grands groupes aussi, il y a cette notion de qui n'est pas exactement la même. Donc c'est une adaptation à trouver
nous, pour les faire accélérer, et vous, parfois, peut-être vous dire si elles ne répondent pas dans 2 jours, c'est pas parce qu'ils n'intéressent pas. Voilà. Enfin, je sais pas, voilà. Ils ne sont pas intéressés par moi, pardon. Merci beaucoup. Perrine, si on revient à cette question de contexte économique et d'inflation, comment est-ce que les freelances ont augmenté, ajusté, abordé cette question d'inflation par rapport au TJM? Et plus largement, parce qu'on aborde cette question dans l'étude, quel est l'impact du contexte économique ces dernières années sur le freelancing à l'échelle européenne? Grande question. Plusieurs questions. Je vais essayer de répondre à tout. D'abord, sur le sujet de l'inflation, ce que montre notre étude Freelancing Europe, c'est que la majorité des freelances ont ajusté leurs tarifs pour coller à l'inflation. Bon, cette moyenne cache des réalités extrêmement différentes d'un pays à l'autre. Par exemple, en Espagne, il y a eu énormément de revalorisation de taux, mais l'Espagne était un pays qui était plutôt en retard dans le freelancing, avec des taux pratiqués relativement bas par rapport aux autres pays européens. D'un autre côté, en France, on a assez peu de revalorisation, on a observé assez peu de revalorisation de tarifs pour coller à l'inflation. Ceci dit, les freelances revalorisent leur taux journalier pour d'autres raisons que pour l'inflation et pour aussi refléter cette forte expertise, cette formation continue. Et il y a une statistique que j'aime beaucoup dans ce rapport qui casse aussi un peu des idées reçues, que les 3/4 des freelances estiment qu'aujourd'hui, en tant que freelance, ils gagnent autant, voire plus, que ce qu'ils gagnaient en tant que salariés. On a plutôt l'image inverse de devoir faire ce sacrifice financier quand on devient freelance. En fait, il n'en est rien. Donc ça, c'est voilà, un premier élément. Un deuxième élément où personnellement j'étais très surprise des résultats de l'enquête, puisqu'effectivement on a voulu comprendre l'impact du contexte macroéconomique beaucoup plus incertain sur le niveau de confiance, de projection des freelances. Je m'attendais personnellement à ce que c'est un impact sur le niveau de confiance. Et en fait, on a vu une formidable résilience des freelances. Au niveau européen, presque 70% des freelances ont confiance dans leur avenir en tant que freelance, et c'est même 75% en France. Donc, dans un contexte économique plutôt défavorable et très incertain, en tout cas, on voit que les freelances ont véritablement confiance en leur avenir en tant que freelance. Donc, ça fait écho aussi à ce chiffre qu'on communiquait tout à l'heure, que 90% des freelances ne recherchent pas aujourd'hui un emploi fixe, un CDI réputé plus sûr, même en ce moment. Et ça, c'est super intéressant parce que ce 90%, c'est vraiment une constante que l'on voit depuis qu'on a commencé à faire cette étude il y a plusieurs années de ça. Ce 90% est véritablement constant, peu importe finalement le contexte économique. Donc on voit bien que le freelancing est une option tout à fait valable, si je puis dire, également en temps de contexte économique plus incertain. Merci beaucoup. Pour conclure cette table ronde, je vais demander à chacune d'entre vous de faire un exercice de projection. Comment est-ce que vous voyez l'évolution, ça fait un peu entretien professionnel, je suis désolée. Comment est-ce que vous voyez l'évolution du freelancing en France, en Europe, dans quelques années, dans 10 ans, par exemple? Quelle serait la vision idéale? Et à contrario, est-ce qu'il y aurait des écueils à éviter, des obstacles qui se dessinent un peu, qu'il y aurait à surmonter? Je ne sais pas qui veut démarrer. Je commence. Alors dans 10 ans c'est lointain, peut-être dans 5 ans, je verrai le freelancing comme l'aboutissement de tous les changements qu'on est en train d'observer aujourd'hui. Schneider Electric est un parfait exemple. Voilà, dans 5 ans, toutes les entreprises auront cette vision stratégique du freelancing. En tout cas, on sera, je pense, dans un monde où on n'opposera plus le salariat et le freelancing. Ce sont vraiment deux façons de travailler différentes, complémentaires, qui ont toute leur place. Chaque salarié, travailleur, peut choisir à un instant de sa vie
de travailler justement en tant que salarié ou en tant que freelance et fera des va-et-vient comme on commence aujourd'hui à l'observer. Donc les travailleurs deviendront beaucoup plus agiles dans leur choix de carrière. Et puis les entreprises également auront véritablement une gestion intégrée, globale des talents et non plus une gestion de leurs employés. Donc j'aime beaucoup ce concept de buy and borrow. Demain, les entreprises auront véritablement une gestion globale de leurs talents et ne feront plus de différence selon le statut. Voilà mon vœu le plus cher dans 5 ou 10 ans. Alors moi, je vois une évolution du freelancing et beaucoup de concurrence. Donc il va falloir se démarquer, il va falloir se former et il va falloir rester à la pointe finalement. J'aimerais bien voir beaucoup plus de personnes comme Marie, des ambassadeurs de freelance au sein de structures, d'organisations pour fédérer finalement toute une communauté. J'aimerais bien également voir plus de domaines d'activité, plus de métiers, des juristes, des fiscalistes se lancer en freelance. Bonne question, hein, mais voilà, c'est le travail de projection que j'ai aujourd'hui. En tout cas, c'est le souhait que j'aimerais bien voir se concrétiser finalement. Qu'est-ce que je dirais de plus ? Et j'aimerais bien voir beaucoup plus de pools de freelance arriver sur un projet en mode squad, en mode team, pour travailler sur un projet dans sa globalité. Ouais, c'est ce que j'aimerais bien voir. Let's see. Bon, alors, moi je dirais que, je l'avais dit un peu à l'introduction, mais je crois fondamentalement à l'entreprise étendue, c'est-à-dire à la gestion d'un pool de talents open. Donc c'est exactement ça. Dans toutes les études qu'on peut lire là-dessus en stratégie People RH, c'est quand même quelque chose qui monte. Et c'est un fait de société aussi, hein. C'est-à-dire qu'il y a des aspirations, c'est très vrai dans les jeunes, mais pas que chez les jeunes, une aspiration à de la flexibilité, à de la liberté et à choisir. Donc, comme on est dans un monde de grande compétition, si on ne laisse pas de la place à des gens qui ont décidé d'avoir de l'expertise différente et qui viennent de façon ponctuelle les entreprises, je pense qu'on va se faire distancier. Donc, il y a une guerre des talents. Vous pouvez la saisir, je pense. Moi, la condition que j'y mettrais, c'est l'expertise. C'est-à-dire, dans les grands groupes, on va pas aller dans la gig economy, où on va payer à la tâche, ça nous intéresse pas, et c'est pas notre vocation. En plus, ça pourrait avoir une image sur notre e-reputation, notre réputation tout court. Donc, ce qu'on va chercher, c'est vraiment l'expertise. Avec des gens qui se pluguent, en fait, qui arrivent et qui rentrent dans l'entreprise, qui comprennent, et qui feront partie, effectivement, de groupes de travail. Donc ça, j'y crois beaucoup. Alors nous, on s'est donné, enfin ils m'ont dit de donner ça en disant, si on rêve un peu, peut-être qu'à horizon de quelques années, on aura 15% des gens qui interviennent dans l'entreprise, ce seront 15% de freelance. On n'en est pas là, on en est quelques pourcents et encore. Donc voilà, donc il y a un enjeu, et en fait on ne travaille pas en opposition, je pense qu'on travaille en complémentarité, et je crois aussi beaucoup au cycle de vie, c'est-à-dire que dans une carrière, un exemple, hein, Samara, on peut avoir été salarié, on peut être freelance, on peut redevenir salarié, et on peut être freelance. Alors mon rêve aussi, ce serait qu'en tant qu'employeur, on soit un peu plus souple, là, comme le font Malte, et qu'on offre à tous nos collaborateurs la possibilité aussi de faire des activités à côté, en freelance ou autre. Ce qui est dans le droit du travail français n'est pas quelque chose de très courant. Normalement, quand on se dédie à son employeur, on se dédie à son employeur et on ne peut faire une activité que s'il est d'accord. Il y a toujours cette crainte que c'est du temps volé, entre guillemets, à son employeur. Donc, il y a une vraie réflexion à avoir là-dessus. Et là, mon fils m'a bien fait réfléchir sur le truc, parce que je vois la capacité à être sur plusieurs projets à la fois et travailler quand on veut, en ayant de l'engagement, c'est pas le sujet, en fait. Donc, on pourrait très bien avoir une activité cœur de salarié
et en même temps faire des choses à côté. Donc il y a beaucoup de jeunes qui le font aujourd'hui, ne demandent pas la permission. Et je pense que c'est une réflexion qu'on peut avoir collectivement sur repenser le contrat de travail de façon plus large. Merci beaucoup à toutes les trois. A priori, ces ambitions pourraient tout à fait se concrétiser. En tout cas, on l'espère. Merci à toutes et tous d'être venus, d'avoir assisté à cette table ronde. On va pouvoir clôturer, mais ça ne se termine pas là. On a un temps d'échange à nouveau juste à côté. On va profiter à nouveau du café, des viennoiseries, de débriefer des réflexions et des expériences qui ont pu être partagées ce matin. Et on vous donne rendez-vous pour la prochaine édition du Small Talk. Merci à tous.